Et sans plus attendre, nous allons attaquer les questions nombreuses que vous avez que vous nous avez posées. Donc, nous avons essayé de les regrouper. J'espère que chacun s'y retrouvera malgré tout. Donc, je passe le micro à Bruno. Y a-t-il une notion de plein emploi au Moyen-Âge ? Et une autre qui va ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'au Moyen-Âge, les gens vivaient de leur travail ? Au Moyen-Âge, quel rapport y a-t-il entre la personne et la terre ? Ça fait référence sans doute à vos deux interventions. Au Moyen-Âge, on a beaucoup parlé du travail urbain, mais qu'en est-il du travail agricole ? Et est-il inclus dans le travail familial dont tu as parlé, Maëlle ? Et la dernière question qui va s'adresser à vous tous, historiquement, comment s'est fait la montée de l'économie ? Y a-t-il une notion de plein emploi au Moyen-Âge ? Non. C'est l'emploi en tant que tel, déjà, ça n'existe pas comme mot. L'idée d'un plein emploi, c'est anachronique dans la mesure où ça va rejoindre la question que vous posiez sur le travail agricole. Au Moyen-Âge, ce dont j'ai parlé, moi, c'est d'un travail qui donne lieu à une rémunération par un tiers. C'est le point commun entre toutes les activités de production et d'échange dont je vous ai parlé. Alors, il faut quand même voir qu'il y a une très très forte propension à l'autosubsistance. Puisque le travail agricole, si dans la grande majorité des cas, c'est difficile au niveau de l'histoire quantitative d'être vraiment catégorique, mais le travail agricole, vous avez deux... Je parle pour la fin du Moyen-Âge. Vous avez deux versions, si vous voulez. Vous avez d'une part le travail agricole où vous êtes employé comme journalier pour, par exemple, au moment des moissons, pour les grands travaux comme ça, qui nécessitent plus de bras que n'en ont les personnes qui tiennent la terre. On parle de tenir la terre et pas de la posséder, justement. Et là, donc, les paysans qui sont riches et qui ont beaucoup de terre vont embaucher des journaliers. Donc là, il y a effectivement un travail rémunéré, agricole rémunéré. Mais il y a aussi une très grande partie du travail agricole qui n'est pas rémunéré et qui quelque part, n'est pas documenté dans les sources de l'histoire du Moyen-Âge, à part évidemment par les sources archéologiques, mais qui là vous donnent des informations, je dirais, techniques, et de savoir quel type de céréales on mangeait dans quelle région, tout ça. Mais cette partie du travail agricole qui n'est pas rémunérée et qui est en fait réalisée par la cellule familiale permet la subsistance d'une grande partie de la population. Donc, le plein emploi n'est pas nécessaire à la subsistance de la population. En fait, c'est ça, si vous voulez. Il y a une grande autosubsistance. Et la monétarisation de la société, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existe pas non plus au Moyen-Âge, même si elle s'accroît à partir du XIIIe siècle. Est-ce que les gens vivent de leur travail ? Oui. Mais plus ou moins bien, je vous dirais. Mais enfin, là, pour le coup, c'est malheureusement universel. Donc, ils vivent de leur travail, ils vivent de leur activité, si on veut. Ils vivent de ce qu'ils font. Que ce travail donne lieu à une rémunération par un tiers ou qu'il n'y donne pas lieu. Parce qu'ils vivent du travail de la terre, quand ils ont des terres, ou alors parce qu'ils sont journaliers et qu'ils sont employés sur les terres d'autres personnes. Et ils vivent aussi du travail artisanal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après, comme à toutes les époques, vous avez des personnes qui vivent mal et de la pauvreté. La pauvreté étant prise en charge souvent par les clercs. Alors, le rapport à la terre. Je ne sais pas si vous parlez du rapport géographique, philosophique ou du rapport juridique. Le rapport à la terre, d'un point de vue géographique, il est déjà marqué par une grande méconnaissance.
puisque les connaissances qu'on a en géographie au Moyen-Âge sont assez mesurées. Donc vous avez un rapport à la terre, à l'espace qui vous entoure, qui est beaucoup plus réduit que celui qu'on a aujourd'hui. Il faut quand même bien voir qu'une grande partie des personnes ne vont pas bouger du village dans lequel elles vivent pendant presque toute leur vie, alors que d'autres vont parcourir des milliers de kilomètres parce que ce sont des marchands, par exemple. Donc le rapport à la Terre, dans le sens de l'espace, est extrêmement variable selon votre positionnement dans la société, je dirais. Après, le rapport à la Terre d'un point de vue juridique, la Terre appartient au Seigneur, qui lui-même ne la possède qu'en ce qu'il la donnera à son lignage, donc à ses enfants. Les paysans, les ruraux qui travaillent sur des terres n'en sont pas propriétaires. Ils la tiennent pour le compte d'un seigneur. Donc ils versent une redevance sur cette terre. Et sinon, vous avez aussi les communs. Et là, les communs sont tenus par une communauté justement de laïcs. Ça peut être des forêts, des champs. Souvent, vous avez... Et les pâtures sont communes. Donc vous avez un rapport, enfin le statut juridique de la terre est très complexe et il est marqué par une espèce de millefeuille de droits superposés sur une même étendue géographique. Pour une même terre, vous pouvez verser un cens, une redevance de 3 mesures de blé par an à tel seigneur et puis de 5 mesures de blé à un autre seigneur parce qu'en fait, les deux seigneurs ont chacun une part des droits sur la terre. Je parlerai du temps. Le rapport au temps est extrêmement marqué par les saisons et par le rythme quotidien du jour et de la nuit. Donc il y a le rapport à la nature, évidemment, est plus important parce que, enfin, c'est pas qu'il est plus important, mais c'est que la technologie ne se met pas entre vous et la nature. Et comme une grande partie de l'activité est agricole, une grande partie de l'activité est liée aux saisons. Donc il y a une vraie... on n'a pas d'horloge, par exemple. Donc on se repère au jour et à la nuit, à la course du soleil, c'est ce qui rythme la journée de travail. Et ce qui rythme l'année de travail, ce sont les fêtes religieuses et les cycles, les saisons et donc les cycles agricoles. Historiquement, comment s'est faite la montée de l'économie ? C'est une question difficile. C'est une question surtout sur laquelle, en ce qui me concerne, je n'ai pas à ce jour les connaissances très précises. Ce que je sais, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, on a une augmentation de la part de la monétarisation. On verse un salaire plus facilement en argent. Et par exemple, dans les comptabilités des prieurés ou des manoirs, on parle de manoirs en Angleterre au milieu du XIIIe siècle, on commence à compter en argent, ce qui n'est pas nécessairement versé en argent. C'est-à-dire que pour rationaliser, entre guillemets, la gestion du manoir, alors que vous donnez à un journalier 3 mesures de céréales pour le travail qu'il a établi, qu'il a fait dans la journée, c'est le prix des 3 mesures de céréales qui sera enregistré dans les comptes. Mais donc ça montre que ça relève à la fois d'une pratique et d'une manière de penser la gestion. Tu parlais du temps. Il y a un auteur sur lequel j'essaie de m'appuyer dans mon bouquin, qui s'appelle Moshe Poston, qui insiste beaucoup sur la montée de l'abstraction. La montée de ce que tu disais sur le fait qu'on commence à mesurer en monnaie et plus en unité physique. Blé ou autre, c'est vraiment la montée de l'abstraction monétaire et qui va faciliter considérablement la montée de la logique capitaliste, la logique du profit. Mais c'est vrai qu'elle se développe avant même qu'il y ait, proprement parlé, des rapports de production capitaliste très développés. Donc il y a une logique de l'abstraction. Et Poston prend l'exemple des horloges, parce que dans les cités drapières des Flandres en particulier, le rythme du travail était au début, ça devait être au XIIIe siècle, quelque chose comme ça, était rythmé par le jour et la nuit. En fait, donc les cloches sonnaient au moment du lever du jour et les ouvriers devaient se diriger vers les usines à ce moment-là. Et donc la journée de travail était beaucoup plus longue en été qu'en hiver. Et il y a eu un moment où
les patrons se sont aperçus que ce serait quand même plus rentable, parce que les journées étaient vraiment très courtes en hiver. Donc ils ont introduit les horloges hydrauliques, donc, avec un temps, ils ont fait un temps abstrait. Hein, on est passé d'un temps concret lié aux saisons à un temps abstrait lié à l'horloge hydraulique, donc à la loi de la gravité, et donc à une loi indépendante des saisons, indépendante des rythmes naturels. Et donc c'est un exemple qui m'a beaucoup parlé sur la montée de l'abstraction comme véhicule de la rationalisation, entre guillemets, et du désencastrement, hein, puisque ça c'est pour reprendre le terme de Polanyi, le désencastrement de l'économique, du politique, du social. Ensuite, le culte de la productivité, de l'accélération, parce qu'évidemment, il faut produire toujours plus en moins de temps pour faire toujours plus de profit dans la concurrence. Je parle pas mal dans le bouquin d'instituer le travail concret, c'est-à-dire de sortir cette domination du travail abstrait qui fait qu'on travaille, mais pour des fins purement de profit, des fins monétaires, des fins abstraites, en étant complètement indifférent à l'effet concret de notre travail sur la nature ou sur nous-mêmes ou sur la société. Et donc il faut réinstituer le travail concret comme un élément régulateur de l'organisation du travail et sortir. On a besoin du travail abstrait. Il ne s'agit pas de dire on va jeter l'abstraction, parce qu'évidemment l'abstraction c'est aussi la science, c'est aussi les connaissances, enfin c'est énormément de choses positives avec l'abstraction bien sûr, mais on a besoin de rééquilibrer la logique de l'abstraction. Je voudrais juste ajouter à ce que viennent de dire mes camarades le rôle de l'électricité, qui a été un rôle considérable, puisque à ce moment-là, alors du coup, l'horloge peut fonctionner, parce que la limite entre le jour et la nuit disparaît. Ça, c'est une révolution dans cette transformation. Quant à la question proprement dite, elle est quand même très large. Hein, elle fait référence à des ruptures dans l'histoire. Il y a une rupture récente. Moi, je peux parler d'une rupture récente. L'un des objectifs des grandes transformations de l'organisation du travail, c'était de niveler le capital et le travail, de niveler la représentation politique qu'on pouvait se faire du capital et du travail, c'est-à-dire des capitalistes et des travailleurs, de sorte qu'on inventait un entrepreneur travailleur et surtout un travailleur qui devait répondre ou s'identifier à l'image de l'entrepreneur. Je crois que ça, c'est un élément pour moi central, casser ce qu'on s'est représenté jusqu'à il y a très peu de temps comme étant la lutte des classes. Ça c'est une coupure extraordinaire où vous avez la montée en puissance d'un langage déterminé par une notion qui est la notion de pragmatisme et surtout l'adjectif pragmatique. Il faut être pragmatique. Hein. C'est dans la bouche des économistes, dans la bouche des politiques, dans la bouche, etc. Surtout pas d'idéologie, etc. Et tout cela, en fait, est articulé à ce qu'on a fait au niveau de l'organisation du travail et qui a abouti à ce nivellement, qui n'est pas total, bien entendu, hein, et qui ne marche pas toujours. En tous les cas, il ne marche pas ici. Et ça, c'est un élément tout à fait décisif. Décisif, et ça me permet de répondre à votre question, décisif parce que, du coup, la question économique et la question du travail ne sont plus que des questions de gestion, ne sont plus que des questions techniques. Alors du coup, vous avez au devant de la scène que des économistes qui viennent vous expliquer comment on va résoudre les problèmes, comment on va transformer le travail pour qu'il produise du bien-être pour tout le monde, comment et ainsi de suite. Des économistes, hein, des gestionnaires d'une manière générale.
Donc ça, je crois que c'est le cœur de notre question, hein, avec les effets sur la sphère étatique politique. Hein, disparition de l'opposition entre les partis, hein, nivellement entre les partis, la droite c'est la gauche c'est la droite, et ainsi de suite. Cet élément de dépolitisation de l'économie du travail en particulier va produire des effets considérables sur la vision, la représentation que nous avons de l'économie elle-même. On va avoir par la suite l'économie comme science, sans la politique. Donc vous voyez, il y a les deux. Il y a ce que vous avez pointé, la réalité de l'économie avec la montée de l'argent, etc. Mais il y a aussi la représentation, oui, qui l'accompagne, et la représentation des disciplines, en particulier de la discipline économique. Là c'est un élément tout à fait décisif. Et la question que je posais dans un colloque en 2012, organisé par la CGT, je disais, la question, parce qu'on posait la question de la lutte des classes, je disais la question de la lutte des classes n'est pas de savoir s'il y a de la lutte des classes ou pas de lutte des classes. La question, c'est où elle est passée. Vous voyez ? Elle est là. Elle est là. Il faut encore la repérer. Et si on se penche sur les antagonismes complètement fous, que nous voyons en termes d'appeler terrorisme. Bon, est-ce que c'est le bon mot? J'en sais rien. Mais en termes de terrorisme, etc., alors on comprendra que ce qui était sain, la lutte des classes, hein, qui produisait de la continuité, hein, s'est transformé en un antagonisme malsain, hein, qui produit aucune continuité. La question, encore une fois, c'est de remettre la lutte des classes, ce que j'ai essayé de faire dans la dernière partie de ma présentation, dans la question du travail. Selon moi, il n'y a aucune issue possible dans des modèles de transformation du travail qui évitent la question du polémos. Aucune. Et je ne suis pas un partisan de la violence. C'est tout le contraire. Parce que quand vous admettez que le polémos est au centre, alors vous pensez les institutions comme pouvant réguler ce polémos, comme pouvant civiliser ce polémos, philosophiquement, comme pouvant lui donner forme. Vous voyez ? Donc, être pour la lutte des classes, ce n'est pas être pour je casse tout. C'est tout au contraire, donner une fondation à nos relations, à la continuité que moi j'appelle de tous mes voeux, au commun, et ainsi de suite. L'activité humaine de l'être humain dans le travail reste la boîte noire. Peut-on l'ouvrir et regarder et comprendre ce qui s'y passe concrètement? Le care, prendre soin, est-il compatible avec le management par l'intelligence artificielle, comme par exemple chez Danone? Quid de l'écosystème d'entreprise qui se taylorise lui-même? Une entreprise peut de moins en moins gérer un processus du début à la fin, ce qui entraîne dilution des risques, morcellement des moyens de production, etc. Quel rôle, quelle place actuelle pour la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et que peut-on encore en espérer à l'avenir? Le care et le management vers l'intelligence artificielle, oui, je crois qu'il y a... Enfin, le care, c'est justement l'attention, c'est le contraire de la standardisation des algorithmes. Hein, donc, alors ensuite, on peut peut-être avoir un usage intelligent des algorithmes qui peuvent soutenir peut-être des décisions, enfin aider à prendre des décisions attentives, mais sans remettre aux algorithmes pour prendre des décisions, évidemment, c'est tout le contraire du care. Et puis sur la responsabilité, voilà, qu'attendre de la responsabilité sociale de l'entreprise? Pour moi, rien. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'auto-contrôle, de l'autorégulation
du capital par lui-même est nul et non avenu. Tout ce qui peut avoir un effet réel sur le management, hein, sur les situations de travail aujourd'hui, provient non pas de l'autorégulation, mais de contraintes de la lutte des classes, mais pas seulement de la lutte des classes. Et si la classe des travailleurs n'arrive pas à nouer des alliances avec la société, avec la nature aussi, parce que c'est aussi voilà, la question stratégique qui se pose aujourd'hui. Si la lutte des classes ne s'élargit pas à la lutte des habitants, je dirais, pour aller vite, hein, si elle n'inclut pas, si elle ne s'incorpore pas dans la lutte des habitants de la planète, des habitants des écosystèmes, elle ne pourra pas influencer vraiment, elle ne pourra pas regagner, reconstruire un rapport de force, regagner et contraindre le capital à une meilleure régulation, voire même, ce qui paraît quand même finalement quand même préférable, exproprier le capital et instaurer un véritable autogouvernement de la société et donc du travail. La RSE, l'éthique, ce qu'on appelle de plus en plus au niveau des DRH, la dimension humaine des ressources humaines, hein, il y a une dimension humaniste qui se dit, tout ça va ensemble, tout ça va ensemble. Il faut savoir que dans la fameuse boîte noire, donc nous avons la tâche, c'est-à-dire l'obéissance à la prescription pour aller vite, et d'un autre côté, nous avons ce que les travailleurs font en quittant la prescription, en traçant une ligne de fuite. La prescription, ils n'y répondent plus. Quand il y a de l'activité, ils n'y répondent plus. Ils répondent à ce que le travail leur demande. Vous voyez, c'est différent. Hein. Quand vous obéissez à la prescription, vous obéissez au concepteur qui pense à votre place le travail. Quand vous êtes dans l'activité, vous répondez à ce que exige le travail concret et que la prescription ne peut pas... voilà. Donc vous avez une ligne de fuite. Ce n'est pas une symétrie, c'est une ligne de fuite. On quitte ce plan et vous avez la tâche, la prescription de l'autre côté. La RSE, c'est l'humanisme, l'éthique, etc. C'est une réponse qui est faite à l'hyper-performance qu'on a mise en place. Les mêmes qui veulent mettre en place la RSE, etc., ont déjà mis en place l'hyper-performance. C'est une réponse, mais c'est une réponse qui ne croise pas le plan du travail. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'hyper-performance et de l'autre côté, vous avez, il va falloir être gentil avec le collègue, il va falloir la charte éthique, etc. C'est le double bind dont a parlé Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire la double prescription. On rejoue tâche-activité, prescription-activité, parce qu'on a mis en place l'hyper-performance, etc. Voilà. Mais vous avez là deux plans qui ne se recoupent pas. C'est ça qu'il faut savoir. L'image que je dis toujours, c'est on freine et on accélère en même temps. Voilà. Et les travailleurs sont porteurs de ça. Si on veut comprendre quelque chose aux dépressions, au suicide, il faut passer par cette case-là, à savoir que le travailleur est mis en situation d'être à la fois celui le fossoyeur de lui-même et celui qui se sauve. Ça, c'est au cœur de la question subjective. Pour moi, c'est au cœur de la question subjective. Donc la RSE, ce n'est pas juste quelque chose qui ne marche pas. C'est un élément de la politique et de la stratégie globale qui permet aux entreprises d'avancer, j'allais dire masquées, puisqu'elles avancent avec l'étiquette humanisme, care, le souci de la nature, comme je l'ai dit dans mon exposé, et ainsi de suite. C'est un élément important.
Le déploiement aujourd'hui des ressources humaines est un déploiement qui est du côté de l'accumulation et du côté de « il va falloir vous occuper des collègues » et ainsi de suite. Les entreprises qui adoptent la méthode de l'holacratie ont-elles de meilleurs résultats sur le plan économique et financier? La différence entre ce qu'on appelle holacratie et autogestion. Travail et politique. Comment gérer les conflits à dimension politique dans une organisation de type holacratique? Exemple de coopérative holacratique, mais je crois que tu avais répondu qu'il n'y en avait pas, il me semble. Et puis alors, il y en a une autre que j'ai mis dedans. La controverse fait-elle partie de la délibération? Peut-on la considérer comme un outil d'enrichissement pour développer la coopération et aussi pour la qualité du travail? D'abord, moi, je ne connais pas d'études de cas avec un peu de recul, suffisamment de recul sur les entreprises qui ont adapté littéralement le modèle holacratie, voilà, la constitution holacratie avec la marque déposée, etc. Je ne connais pas d'études de cas avec un recul et une indépendance suffisante. Moi, je suis plus intéressé par Frédéric Laloux parce qu'il a une approche beaucoup moins, je dirais, dogmatique. Alors, il a une approche plus, peut-être plus mystique d'une certaine façon, mais plus pragmatique. Bon, enfin, et lui, ce qu'il dit, c'est que tous les exemples, il a collectionné beaucoup d'exemples, beaucoup d'expériences d'entreprises, alors qui ne fonctionnent pas avec l'holacratie au sens strict du terme, mais qui fonctionnent avec une très large autonomie de décision des individus et des collectifs de travail, et qui ne fonctionnent pas, et des entreprises qui ne sont pas finalisées par le profit. Ça, c'est très important. Ça permet de déployer une énergie, une créativité, une inventivité, une liberté dans le travail, qui finalement fait des bons résultats en termes de produits, en termes de qualité, en termes de lien avec les clients. Et puis donc voilà, il se trouve que ça peut créer des dynamiques économiques vertueuses et attirer des nouveaux clients et finalement faire des profits au patron qui a mis ça en place. Simplement, c'est totalement pas généralisable, c'est totalement même instable comme formule, comme procédure, parce que ça suppose que le patron adopte une philosophie finalement du lâcher-prise, une philosophie complètement zen, complètement bouddhiste par rapport à son entreprise. Et ça peut être le cas de quelques individus, mais c'est jamais le cas, par exemple, c'est jamais le cas du fils du successeur, parce qu'à l'école de management, on ne leur a pas appris ça. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu anecdotique, je dirais. C'est à la fois très intéressant, ces expériences, mais en même temps, c'est anecdotique parce que ce n'est pas du tout reproductible. Il n'y a pas de dynamique d'extension, de reproduction. Voilà, c'est condamné à rester des expériences marginales. Le mouvement autogestionnaire, c'est un mouvement donc, qui envisageait une démocratisation radicale de toutes les sphères de la vie, la politique, l'entreprise, l'école, toutes les institutions, la famille, etc. Mais c'est jamais vraiment posé la question de comment faire marcher une entreprise, en fait. Il y a toujours, on n'a jamais dépassé le stade, dans le mouvement autogestionnaire, on n'a jamais dépassé l'idée qu'il faut créer des coopératives. Voilà, il faut socialiser le capital et tout ira bien. Alors qu'on sait maintenant que dans les coopératives, on reproduit, ou dans les associations, on reproduit des schémas de hiérarchie, de domination, de confiscation du pouvoir, tous les mécanismes qu'on connaît dans les grandes bureaucraties, on les retrouve dans les associations, dans les coopératives. Et le mouvement autogestionnaire ne s'est jamais posé la question comment on évite ces phénomènes de confiscation du pouvoir et comment on fait pour distribuer le pouvoir dans les organisations et faire en sorte qu'on puisse durablement produire efficacement et de façon démocratique. Voilà. Donc, je pense que ces modèles-là, ils apportent ça à la discussion sur l'autogestion. Comment on traite les conflits politiques? Oui, il y a des conflits politiques. Par exemple, il peut y avoir des conflits sur la finalité de l'entreprise. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur quelles doivent être les priorités
la mission de l'entreprise, à un moment donné, il faut tout le monde, il faut trouver un consensus sur qu'est-ce qui va, vers quoi on va s'orienter. Il peut y avoir des conflits. Après, voilà, il faut créer du commun par la délibération. Oui, effectivement, la délibération, la controverse, le conflit, c'est la condition ensuite de la dynamique, quoi. Et l'intérêt de ce genre d'institution, ce genre de projet institutionnel, c'est qu'il repose justement sur la remise en débat permanente et la délibération permanente. Donc le conflit permanent, le conflit comme moteur de l'organisation. Comment agir et décider, donc c'est très très large. Comment rendre à l'activité de l'entreprise sa compatibilité avec son lieu d'implantation. Tous les possibles ne sont pas souhaitables et ne sont pas envisageables, même pour les travailleurs eux-mêmes. Les mêmes modèles sont-ils applicables dans tous les domaines, services, agriculture, santé? Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé là de l'entreprise privée, mais très peu de l'administration. Comment faire en sorte de développer des activités utiles au détriment de celles qui détruisent les communs? Qui décide ou juge de ce qui est bon pour le social ou l'écologie? Quels sont les leviers pour faire advenir ce monde où le travail ne serait plus aliénant? Quel modèle d'entreprise ou d'organisation propose-t-on pour que le travail soit positif? Il y a une question sur la question de la taille des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une question de taille aussi qui permet de gérer de manière humaine l'entreprise? Une dernière, les moyens de reconquérir le pouvoir et de mettre en marche le changement. Reconquérir le pouvoir, là. Peut-être que dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, par nous trois, il me semble, c'est qu'il y a deux niveaux à repérer. Il y a le niveau du pouvoir, appelons-le comme ça, et il y a le niveau d'une puissance de vie qui n'est pas le pouvoir. Lorsque on est dans cette contrée dont j'ai parlé tout à l'heure, où le principe qui l'emporte, c'est le principe de continuité, et où personne n'est au-dessus d'un autre, qu'on soit blanc, noir, gros, maigre, petit, grand, femme, homme, etc., l'activité en principe devrait faire déboucher sur cet espace-là, cette contrée-là. Dans le livre, j'appelle ça un milieu, après d'autres. C'est, à ce moment-là, il n'y a pas de pouvoir. La logique du pouvoir disparaît. Ce qui est là, c'est une logique de puissance de vie. De sorte que lorsque la puissance de vie se développe chez l'un, l'autre n'est pas jaloux, ne cherche pas à se l'accaparer, puisque le développement de la puissance de l'un va avec le développement de la puissance des autres, et que ça ne peut pas se faire autrement. Donc il y a ce niveau-là qui est un niveau absolument fantastique, extraordinaire. Et il y a l'autre mouvement qui est celui du politique, appelons-le du politique et du conflit, qui est celui du pouvoir. Alors, donc le jeu du politique, c'est pour déboucher sur la possibilité de la puissance de vie ou de la grande santé, ce que j'ai appelé la grande santé, le souverain, le verre de vin, qu'on boira peut-être tout à l'heure. Donc, s'il y a encore une fois du polémos, de la lutte des classes, c'est pour déboucher sur ça. C'est pas pour déboucher sur la destruction. Et ce point me paraît important parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut envisager les luttes de pouvoir comme étant limitées. Limitées, c'est-à-dire contre l'autre classe, on ne fait pas tout. Or, dans quoi nous vivons aujourd'hui? Nous vivons dans une situation où le capital mène un combat total. Je veux dire, si on ne prend pas en considération ce point, si on pense toujours en termes de rapport de force de la manière classique et traditionnelle,
alors on rate quelque chose. Le combat qui a été engagé à la fin des années 70, au début des années 80, et qui a été particulièrement relancé dans les années 90, c'est un combat pour pour qu'il n'y ait plus de rapport de force. C'est comme ça qu'un président a dit, en voyant les cortèges ces étés, ils peuvent toujours se balader, ça ne sert à rien. Si on ne prend pas en considération le point théorique que je suis en train de poser, on ne comprend pas. Alors on dira, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce président, il ne respecte même pas, etc. C'est pas qu'il ne respecte pas, c'est qu'il dit quelque chose qu'il peut dire alors qu'on ne pouvait pas le dire auparavant. Et s'il peut le dire, c'est parce qu'un combat a été mené qui est un combat total. Or, la lutte des classes, justement, dans un contexte démocratique, on s'entend, la lutte des classes ne cherche pas à réduire l'ennemi. Elle cherche à faire en sorte qu'il n'entrave pas la venue de la vie. Dès lors qu'il n'entrave pas la venue de la vie, bon, ben il est là et on continue la lutte. C'est pour ça que le capitalisme, articulé à une authentique démocratie, c'est possible. Vous voyez la question du pouvoir? Je ne sais pas qui c'est qui l'a posée. Donc la question du pouvoir, il faut la poser dans toute son envergure, dans toute son amplitude, et considérer qu'aujourd'hui, la lutte qui a été menée n'est pas une lutte comme les autres. Je comprends bien qu'on dise qu'il faut le rapport de force, etc., il faut changer le rapport de force, etc., mais à condition de savoir qu'on n'est plus dans la logique du rapport de force traditionnel. Ce que je constate dans ces questions, c'est que quelque part, elles sont techniques. Et là où moi, j'ai tendance à penser que pour pouvoir même penser ces questions, il y a un préalable indispensable. Enfin, quand je dis les pensées, c'est construire une réflexion à partir de tout ça. Il y a un préalable qui est indispensable et qui est pour le coup pas nécessairement un retour en arrière, mais du point de vue de l'histoire de l'économie peut-être, et qui nécessiterait d'avoir une pensée globale d'une société et non pas une pensée fragmentée entre d'un côté la politique, de l'autre le social et puis l'économie. Et du coup, de revenir sur ce qui, pour moi, quand même, s'apparente à une sacralisation de la discipline économique depuis maintenant quand même un bon bout de temps, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus de discours politique, en fait. Enfin, c'est aujourd'hui, quand vous entendez notre président parler, il n'a absolument aucun projet politique, puisque, de toute façon, il n'est même pas capable de penser qu'en fait, il ne réagit qu'en gestionnaire et que donc ce qui surplombe, c'est l'économie, mais même pas une économie, je dirais, intelligente, mais faire des économies. Je vais me permettre de te contredire. En tant qu'économiste, non mais c'est un bon exemple. La politique économique de Macron, c'est un très bon exemple, parce que c'est pas du tout de l'économie. Les économistes lui disent, mais supprimer l'impôt sur la fortune, ça n'a aucun sens du point de vue économique. Le CICE, ça n'a aucun sens. Les évaluations montrent que ça n'a rien créé du tout comme emploi. C'est de l'argent jeté dans l'escarcelle des actionnaires. Même le Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France, qui était un des conseillers de Macron, dit je ne comprends pas bien. Voilà, il y a des choses que je ne comprends pas dans ce que vous faites, quoi. Donc c'est vraiment de la politique qu'il fait. C'est une politique de pouvoir, c'est une politique d'accroissement du pouvoir financier et d'accroissement du pouvoir politique. Alors aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, c'est vraiment une leçon de choses qu'on a sous les yeux, quoi. Bon, il a lâché 10 milliards, mais les 10 milliards qu'il avait déjà prévus dans son programme, c'est une manière de dire, maintenant, les hausses de salaire, c'est terminé. Les hausses du SMIC, c'est terminé. Les salaires n'augmenteront plus. Et donc, pour permettre quand même aux pauvres, aux travailleurs pauvres et qui sont à mi-temps, etc., et qui, de toute façon, il faut bien qu'ils consomment un peu parce que
faut faire tourner la machine. Donc on va augmenter, on va leur donner des miettes via les primes d'activité et autres impôts négatifs. Mais ça, c'était déjà prévu. C'était déjà dans le programme, ça, la hausse de la... Donc il a juste anticipé de 2-3 ans, sous l'effet d'un mouvement social très puissant, anticipé, mais il n'a pas dévié d'un iota de la trajectoire qui est une trajectoire d'affirmation de pouvoir. Et quand on met les militaires dans la rue pour en finir avec des manifestations, on est dans l'expression pure d'une stratégie politique d'affirmation unilatérale de pouvoir. Une ivresse, une illimitation. Castoriadis disait la démocratie, c'est justement l'art de la limitation. C'est de savoir, le peuple doit savoir limiter ses désirs, limiter aussi la puissance des grands, la puissance des puissants. Et là, on est vraiment dans le déchaînement de l'illimitation. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'économie qui est au pouvoir, là. Ça dépend aussi quelle définition on met sous politique. Est-ce qu'on parle de la politique ou du politique? Et donc, Thomas, tu parles de la politique des politiciens qui nous gouvernent. Puissance, c'est la puissance des dominants. Voilà. Alors que, en fait, ce qui manque justement dans la politique, dont je suis quand même assez d'accord sur le désastre du morcellement des disciplines, mais ce qui manque, c'est simplement la prise en compte de l'humain. Et c'est là où effectivement intervient la notion de commun, c'est-à-dire qu'est-ce que les politiques font pour les humains et pour ce qu'ils ont en commun, à commencer d'ailleurs par la planète. Sans parler bien entendu du bien commun, du bien-être, de la possibilité de s'émanciper, de vivre une vraie vie, etc. C'est pas si contradictoire que ça. C'est-à-dire qu'elle, et je soutiens cette thèse, elle a dit que l'économie est mise en avant comme technique, gestion, etc., ce que je pense aussi. Voilà. Et Thomas dit non, il y a du politique, il y a du conflit. Il y a du conflit et c'est une prise de position. Mais oui, mais justement, c'est ça que certains économistes essayent de montrer. Ils ont montré que lorsqu'on dit on fait de la gestion, on ne fait pas que de la gestion. C'est ça qui est intéressant, c'est de d'abord poser que ces gens-là prétendent mettre en place un dispositif, une mise en scène, une représentation générale à laquelle beaucoup de gens adhèrent, la majorité, il faut dire, à savoir que nous avons des questions qui se posent, qui sont d'ordre économique, il faut les régler, c'est les spécialistes qui les règlent et pas d'autres. Et il y a d'autres économistes qui viennent et qui disent pas du tout. Nous allons vous faire la démonstration que toutes ces mesures qui sont prises sont d'ordre économique et qui réintroduisent le conflit. Et en réintroduisant le conflit, ils réintroduisent les gens, pas qu'eux-mêmes en tant que spécialistes techniciens, en disant mais c'est pas bon au niveau économique. Ils disent c'est pas bon au niveau économique et ils incluent dans leur mouvement les gens. C'est pas une prise de position de spécialiste, c'est une prise de position politique qui réintroduit le politique. C'est pour ça que, personnellement, je ne crois pas du tout qu'il y ait une contradiction entre les deux. Et je suis pas, tu me connais, Thomas, je ne fais pas partisan des gens qui essayent de lisser les choses. Ma question, c'est par rapport à ce qu'on disait sur le partage du pouvoir, le fait que le peuple... C'était intéressant qu'il soit capable de limiter ses aspirations, mais aussi de limiter le pouvoir de ses représentants. Et j'avais vu un article qui disait qu'en gros, notre système politique, il était fait quelque part pour sélectionner les personnes qui avaient le plus de défauts par rapport à l'exercice du pouvoir, qui était qui s'accaparaient le plus le pouvoir, etc., par tout le processus de candidature, des élections, etc. Et je me demandais comment changer ça déjà. Un chef d'entreprise qui va avoir un esprit un peu zen et qui va appliquer l'holacratie
va se retrouver avec un fils, ne pourra pas trouver une continuité là-dedans et ne pourra pas reproduire ce nouveau mode d'organisation. Enfin, quelque part, est-ce que le mode d'organisation comme ça, hiérarchique, est-ce qu'il n'est pas lié à la condition humaine et est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des modes de reproduction différents qui enrayent cette continuité un peu autodestructrice, quoi. L'hubris, donc la démesure, c'est effectivement une des pulsions fondamentales de l'être humain. Et effectivement, la compétition politique, elle récompense ceux qui ont les égos les plus développés et qui cherchent le plus le pouvoir. Donc c'est dans la nature de la compétition politique d'arriver effectivement, et pareil de la compétition économique, d'arriver, de la concurrence, arrive effectivement à mettre en position de pouvoir les gens qui ont les aspirations les plus démesurées. Quelle est la solution à ça ? On ne peut pas supprimer les élections. Enfin, je ne suis pas pour supprimer les élections. Je ne suis pas pour supprimer la concurrence économique non plus. Je pense qu'il y a des choses qui sont utiles là-dedans. Par contre, c'est la question des contre-pouvoirs qui est la question clé. Comment on fait pour qu'il existe vraiment des contre-pouvoirs qui mettent des bornes, c'est ce que disait déjà Montesquieu, qui mettent des bornes à l'hubris, à la possibilité, à la démesure. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur le mode de l'organisation holacratique, c'est une organisation où les contre-pouvoirs sont pensés d'emblée, puisque ça fait partie des droits des cellules d'ordre de niveau inférieur de s'opposer à une décision du niveau hiérarchique supérieur. Donc il y a déjà incorporé dans la matrice, dans les principes organisationnels, il y a déjà cette question du contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir, par exemple, à référendum d'initiative citoyenne, assemblée tirée au sort, contrôlant les élus. On voit bien qu'aujourd'hui s'impose dans le débat public une réflexion extrêmement prolifique et productive sur comment on instaure des contre-pouvoirs, mais qui soient des contre-pouvoirs réels, qui peuvent bloquer les dérives oligarchiques, autocratiques, etc. J'avais posé la question sur la boîte noire de l'activité. Donc je suis assez heureux cet après-midi d'avoir fait une expérience. On pouvait parler du travail commun, sans finalement se poser la question de qu'est-ce qu'on met derrière le travail et l'activité, quoi. Et voilà, ça me donne des idées parce que je suis syndicaliste. Et justement, ce que je constate dans mon milieu syndical, c'est cette difficulté à aller voir ce qui se passe dans la boîte noire de l'activité. Et je pense que c'est une des causes de la crise du syndicalisme aujourd'hui. Le travail, l'activité, c'est la manifestation de la vie concrète des individus, des êtres humains dans le travail, qui se heurte avec l'usage que les autres veulent faire de nous dans le travail. Et pour moi, c'est fondamental, cette question-là. Et je pense que la lutte des classes, elle est là-dedans. Le débat d'aujourd'hui m'a convaincu qu'en n'ouvrant pas cette boîte noire, on a peu de chances, notamment, de construire les alternatives. Et comment on les construit, ces alternatives, si on ne va pas voir ce que les travailleurs esquissent comme alternative dans leur travail? Parce que les travailleurs, eux, ils sont obligés de créer des alternatives aux prescriptions qui les empêchent de faire leur travail comme ils voudraient le faire. Et donc, ils construisent un autre monde, ils construisent des alternatives. Et ma conviction, c'est que si on ne va pas voir dans ces alternatives, on est en dehors de la réalité. Je voulais dire que Yves, qui vient de parler avec Christine Castejon et d'autres, participe à un travail justement qui tourne autour de la boîte noire. Il essaye justement de montrer, de faire voir ce qui se passe dans le travail. Donc il est très concerné, il est syndicaliste, mais aussi quelqu'un qui est dans la recherche.
Mais moi, je te dirais tout simplement, Yves, que je n'ai pas répondu à la question, de sorte qu'on puisse se revoir une prochaine fois, la poser. Autrement, tu ne viendrais plus. Et ça rejoint complètement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux questions qui restent à traiter. Effectivement, concernant l'activité, il y a des questions également sur le temps de loisir, le temps libéré par le travail, parce que bon, il est clair que le travail humain, on en a de moins en moins besoin, il continue à diminuer. Donc, laissons faire aux robots ce qui est robotisable, qui ne demande pas de réflexion, mais redéfinir effectivement les activités, des activités humaines qui permettent de vivre une vraie vie, de s'épanouir et de s'émanciper, ça fera l'objet effectivement d'autres rencontres.